What's up everybody? Bon, je suis de retour. Je sais que ça fait très très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, que j'ai pas continué ma série de vidéos Oracle, mais je suis de retour et je suis là pour vous expliquer encore une fois un très très grand chapitre qui s'appelle les jointures, donc un très grand chapitre d'Oracle et un très grand chapitre d'SQL en général. Donc vous allez connaître comment faire des jointures, comment travailler avec ça. Et vous allez voir que les jointures, ils sont vraiment utiles lorsqu'on développe avec des langages de programmation, par exemple, quand on veut, par exemple, avoir les données de deux tables différentes. Alors, avant de commencer ce chapitre-là, je vais vous expliquer comment ça se passe avec les tables, qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer, avant de penser à des jointures, qu'est-ce qu'il faut faire déjà. Donc, ici, j'ai deux tables. Donc, j'ai une table étudiant et une table classe. Alors, ici, je vais vous expliquer un peu la méthode Muriz. Donc, c'est une méthode qui va permettre de transformer des modèles, donc des modèles textuels. Donc, c'est des besoins qu'on va, par exemple, qu'on va recueillir et on va les transformer en des tables. On va les transformer en un système de gestion de base de données. Alors, j'ai pas fait de vidéo ou de formation sur Muriz, mais je pense que je ferai ça. J'attends vos retours si vous êtes intéressé par Muriz, ou sinon, si vous voulez directement aller vers le langage de programmation UML. Donc, le langage UML, c'est un langage qui est vraiment très utile et qui est vraiment utilisé partout. Donc, il est utilisé dans le langage de programmation, dans les langages de programmation orientés objet. On verra ça par la suite. De toute façon, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu Muriz avant de passer aux jointures. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une table étudiant et une table classe. Alors ça, on appelle ça des entités. Donc, l'entité étudiant et l'entité classe. Donc, dans chaque entité, on a des attributs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'attribut là, le ID qui est souligné, ça, on appelle ça une clé primaire. Donc, une clé primaire, qu'est-ce que c'est? Une clé primaire, c'est juste un identifiant qui va identifier la table. Il doit être un identifiant qui est unique. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez votre carte d'identité ou votre passeport ou je sais pas quoi. Donc, dans votre passeport, vous avez un numéro qui est unique. Vraiment qui est unique. Comme ça, si vous le perdez ou un truc comme ça, vous partez au poste, au commissariat, je sais pas, je dis des bêtises. Comment ils pourront vous retrouver? C'est avec le code, c'est avec votre code d'identité. Donc il est unique. C'est comme ça. Donc ce code, cette clé primaire va nous permettre d'identifier plein de trucs. Donc comme vous pouvez le voir ici, étudiant, elle a une clé primaire ID et deux attributs, donc nom et prénom. Et l'entité classe, elle a une clé primaire ID aussi et un attribut libellé. Alors, le possédé que vous voyez ici, on appelle ça une association. C'est une association qu'on a entre les deux tables. C'est une relation entre les deux tables. Donc, on appelle ça l'association. Les chiffres que vous voyez ici, le 1,1 et le 1,n, ce sont des cardinalités. Donc, ici, on a à gauche la cardinalité minimale et ici la cardinalité maximale. Même chose pour l'autre côté. Donc on a soit 1,1, soit 0,1, donc au minimum 0 et au maximum 1. Et soit on a 1,n, donc au minimum 1 et au maximum plusieurs. Donc ça peut être 2, 3, 4, l'infini, on s'en fout. Donc comment on va expliquer ce petit schéma que je viens de dessiner là? Donc on dit que un seul étudiant possède une et une seule classe. Donc un étudiant possède une et une seule classe. Dans une classe, on peut avoir un ou plusieurs étudiants. C'est comme ça que ça marche. Donc dans une classe, on peut avoir un ou plusieurs étudiants et un étudiant possède une et une seule classe. Donc c'est logique. C'est vraiment logique. Ça, c'est ce qu'on appelle le MCD, le modèle conceptuel de données. C'est bon, je vais vous expliquer ça. C'est par exemple, on veut faire un projet, on veut créer une application web, on veut créer quelque chose pour exemple, on veut créer une application de gestion de stock pour un magasin.
Alors vous partez voir le gérant du magasin, il vous dit, bon, j'ai besoin d'une application, comment je vais faire? Donc avant de penser à qu'est-ce que je vais faire, quel langage je vais utiliser, quelles sont les tables à faire, tout ça, ça c'est l'étape, je dirais pas finale, mais c'est l'étape avant, c'est l'étape d'après. Il faut avoir quelque chose, il faut avoir un prérequis avant. Donc c'est quoi le prérequis? C'est d'essayer de faire le cahier de charge. Donc d'essayer de recueillir les besoins. Donc vous allez parler à ce gérant-là et vous allez lui dire, bon, expliquez-moi votre situation. Expliquez-moi qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir dans cette application, quels sont vos besoins de manière générale. Donc vous avez une application de gestion de stock, donc vous avez des clients, vous avez des clients qui vont vous donner du stock. Vous avez besoin d'une interface graphique où insérer vos données, donc insérer les données de chaque produit qui est relié à un stock ou à un fournisseur. Après, pour recueillir, pour avoir du stock, il faut avoir un bon de sortie, un bon de commande, etc. Tout ça, c'est le métier. Donc, il faut comprendre le métier avant de passer à l'application, avant de passer au développement de l'application. Donc, c'est ça la première chose à faire, c'est qu'il faut recueillir les besoins. Après, on pensera au langage de programmation qu'on utilisera, aux méthodes, quel outil, quelle technique, etc. Ça, c'est par après. Mais ce qui est vraiment important, ce qui vraiment définit l'application, c'est tout d'abord, il faut recueillir les besoins, puis passer aux autres étapes. Donc, je vais un peu vous montrer en bas comment on va faire une transformation entre un MCD, un modèle conceptuel de données, vers un MLD, un modèle logique de données. Donc, on a deux choses importantes. On a des entités faibles et des entités fortes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, une entité est faible si sa cardinalité maximale est de 1. Et une entité est forte si sa cardinalité maximale est de n. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'étudiant et la classe. Donc l'entité étudiant est dite faible car sa cardinalité est 1,1. Donc elle possède au minimum 1 et au maximum 1. Par contre, l'entité classe, elle a comme cardinalité maximale n. Donc on peut avoir plusieurs. Et comme cardinalité minimale 1 ou 0. Ça dépend du besoin qu'on a recueilli. Alors lorsqu'une entité est faible, elle absorbe l'identifiant de l'entité forte. Et dans ce cas, on a une nouvelle propriété qui apparaît. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a l'entité étudiant posséder l'entité classe. Quand on va transformer ça, il y aura un nouvel attribut dans l'entité étudiant. C'est ID class. C'est avec ça qu'on va essayer de faire les jointures. Donc, pour faire une jointure, il faut avoir la notion de clé primaire et clé étrangère. Donc ça, le ID underscore class, c'est une clé étrangère qui référence la table classe, qui fait référence à la classe, l'entité classe. Donc avant de procéder aux jointures, il faut comprendre la notion de clé primaire, clé étrangère. Bon, maintenant on va passer au chapitre. Donc comment on pourra afficher des données issues de plusieurs tables? Donc à la fin de ce chapitre, vous allez comprendre et savoir comment utiliser le select pour afficher plusieurs données issues de plusieurs tables avec des jointures qui sont appelées des équijointures ou des non-équijointures. Et on pourra aussi faire des auto-jointures. Donc joindre une table à elle-même à l'aide d'une auto-jointure. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a la table employees et la table département. Donc on a employee ID, last name, department ID, et dans la table département, on a department ID, department name et location ID. Alors comme vous pouvez le voir ici, le department ID c'est une clé étrangère de la table département. Vous voyez? Donc on a ici la notion de clé primaire et la notion de clé étrangère. La clé primaire c'est employee ID, des attributs, donc le nom, le prénom, téléphone, etc., adresse, on s'en fout de ça. Et on a la clé étrangère Department ID, donc, qui est une référence de la table département. Donc on a le produit cartésien, ça, bon, vous n'allez pas être effrayé par ça. Le produit cartésien, c'est juste, on va essayer de, donc par exemple ici, on a généré 20 lignes de la table employée, on a généré
8 lignes de la table département. Donc le produit cartésien, c'est 160 lignes. Donc on va multiplier 20 par 8, c'est 160 lignes. C'est ça le produit cartésien. Donc on a plusieurs types de jointures. On a l'équijointure, la non-équijointure, la jointure externe et l'auto-jointure. Voilà la syntaxe générale. Donc il faut absolument avoir la clause where. Donc where qui est vraiment très importante. C'est là où on va définir nos conditions de jointure. Donc on va sélectionner de la table 1 une colonne et de la table 2 une colonne. Donc depuis donc, la table 1 une colonne, la table 2 une colonne. Donc depuis la table 1 et la table 2 où on va saisir une condition. On veut que par exemple, je sais pas, l'ID de la table 1 soit égal à l'ID de la table 2. Donc c'est le where qui va définir la condition de jointure. Par exemple ici, vous voyez, on a une clé étrangère et une clé primaire. Donc la clé primaire de la table département, c'est Department ID, et la clé étrangère qui fait référence à la table département est située dans la table Employees. Donc Employee ID, donc chaque Employee ID a un Department ID. Donc comment on pourra extraire ça? On fait Select Employees, donc la table, point. Donc la colonne, on va afficher ça. Employees.last name, on va afficher ça. Employees.department ID, on va afficher ça. Et departments.department ID, on va afficher ça. Et aussi, on va avoir le location ID. Donc, departments.location ID, on va afficher ça. Donc, depuis quoi? Donc, des deux tables. Donc, on a la table Employees et Departments. Donc, c'est là où on va mettre notre notion, notre condition. Donc, where employees, donc la table employee.department ID, donc cette colonne-là, soit égale à department.department ID, cette colonne-là. Et comme vous pouvez le voir, on a donc 19 lignes. Et comme vous pouvez le voir, dans chaque ligne, on a le même département. Donc 10, 10, 20, 20, 20, 20, 50, 50, etc. Donc on pourra aussi utiliser le AND, comme on a vu précédemment, le AND, le OR, le NOT pour ajouter d'autres conditions. Et aussi on pourra différencier les noms de colonnes avec des alias. Donc on va utiliser des préfixes qui précisent le nom de la table pour différencier les noms de la colonne appartenant à plusieurs tables. On peut utiliser aussi des préfixes désignant la table qui va vraiment améliorer la performance et qui va avoir plus de clarté. Donc on va aussi différencier les colonnes de même nom qui appartiennent à plusieurs tables en utilisant les alias de colonnes. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça c'est une équijointure. Donc select e.employee ID, e.last name, e.department ID. Donc la requête qu'on a utilisée précédemment, mais qui est un peu plus qui n'est pas vraiment très chargée. Donc on a utilisé juste des alias. Donc employees e, virgule, departments d. Donc on va référer ça. Donc pour chaque colonne, on va se référer aux alias qu'on a déterminés. Donc ou e.department ID égale à d.department ID. Et on pourra joindre plusieurs tables, on pourra joindre plus que deux tables, mais il faut juste respecter la notion des clés étrangères. Donc, la non-équijointure, donc les salaires de la table employée doivent être compris entre le minimum minimal et le salaire maximal de la table job grades. Donc, on va utiliser une jointure, une non-équijointure entre la table employees et la table job grades. Voici la requête. Donc select e.lastname, e.salary, j.grad level, employees e from, donc employees e job grades j, where e salary between j.lowest sal, donc c'est ça, j.lowest sal and j.highest sal. Donc ça va nous afficher ça, salary, grade, last name, etc. Donc on a les jointures externes. Donc les jointures externes, comme vous pouvez le voir ici, on a le département ID 190, mais dans la table Employees, on n'a pas le département ID, le département ID numéro 190. C'est-à-dire que ce département ID, il est vide. Et quand on va utiliser une jointure externe, ça va nous permettre de visualiser également les lignes qui ne répondent pas à la condition de jointure. Donc grâce à l'opérateur externe et le signe plus, on va utiliser ça. Mais vous savez, pour moi, si vous maîtrisez juste cette requête, si vous compreniez vraiment la logique et vous maîtrisez cette requête, vous avez tout. Parce que après,
Euh, Quand vous allez essayer de développer des applications web ou des sites web ou je sais pas quoi, vous aurez vraiment vous aurez besoin des jointures. Et donc vous allez écrire dans n'importe quel langage de programmation, soit vous programmez, soit vous développez avec du PHP ou du Java EE ou je sais pas quoi, vous allez écrire la requête SQL. Et cette requête SQL va vous permettre de faire plein de choses. Donc va vous permettre de, je sais pas, ajouter des utilisateurs, modifier, supprimer, avoir un lien entre l'utilisateur et ce qu'il poste par exemple. Déjà, quand je vous dis avoir le lien entre l'utilisateur et ce qu'il poste. Par exemple, supposons euh, qu'on va créer un site web où chaque utilisateur va poster des commentaires sur un sujet ou sur un article. Donc, qu'est-ce qu'on a en disant ça? Qu'est-ce qu'on a comme table? Donc, on a une table qui va identifier les utilisateurs et on a une table qui va identifier donc les posts, les commentaires. Donc, par exemple, on a la table users, donc avec l'ID, nom, prénom, mot de passe, ou bien nom, prénom, email, mot de passe. Et on a la table post, ou bien la table commentaire, avec un ID, un identifiant qui peut être auto-increment et qui est une clé primaire. Et on a le libellé, ou bien la description, donc le contenu du commentaire. Mais maintenant, je suis un administrateur de ce site et je veux connaître les utilisateurs qui postent régulièrement ou que sont les utilisateurs qui ont déjà écrit un commentaire. Comment je vais faire ça? Comment je pourrais avoir la liste de tous les utilisateurs avec leurs commentaires? Donc c'est simple. On va utiliser, on va essayer de faire la notion de clé primaire, clé étrangère. Donc dans la table, donc la table post ou bien la table commentaire, on va utiliser la clé étrangère. Donc une clé étrangère qui va être une référence de la table utilisateur. Donc et comme ça, quand l'administrateur veut afficher toute la liste des utilisateurs qui écrivent des commentaires ou bien qui ont déjà posté des commentaires, c'est simple, on va utiliser la même requête. Donc selectu.username ou bien nom, virgule u.prénom, virgule u.email, virgule c, référence à commentaire, c.commentaire ou bien c.description, from users u, virgule, commentaire c. Where, quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On va avoir la liste de tous les utilisateurs. Donc, where u.id, donc l'id de l'utilisateur, égale à j.id_user par exemple, à c.id_user par exemple. Donc, le id user, c'est la clé étrangère qu'on a créée auparavant, donc qui va être une référence à la table utilisateur. Et comme ça, vous aurez la liste de tous les utilisateurs qui ont déjà écrit un commentaire. Donc, juste les utilisateurs qui ont déjà écrit un commentaire. Sinon, si vous voulez avoir si vous voulez avoir donc euh, la liste de tous les utilisateurs avec ceux qui ont écrit des commentaires et ceux qui n'ont jamais écrit de commentaires, vous n'aurez qu'à utiliser donc les jointures externes comme ça. Donc select e.lastname, e.department.id, d.department.id from employees e.department.d, where e.department.id avec le signe plus égale à d.department.id. Donc ici, vous allez avoir les employés qui sont affectés à un département, mais aussi les employés qui ne sont affectés à aucun département. Donc ça, c'est la jointure externe. Mais, je vais être sincère avec vous, ce qu'on utilise le plus dans le langage de programmation et dans SQL, c'est les équijointures et les non-équijointures. Et si vous maîtrisez ça, vous avez tout. Donc je vous remercie pour tout et à une prochaine fois, hein.